Série télé, nous sommes toujours en compagnie des inusables Grumpy-Seb, salut Grumpy. Salut. Et de Bastien, salut Bastien. Hey. Hey, toujours dans ta carte? Ouais. Très bien, en tout cas, on espère pour nos 3 auditeurs que le son ne sera pas aussi insupportable que sur la deuxième émission. Autant vous dire qu'on a beaucoup galéré encore ce soir. Hein. Soyons honnêtes, ça fait 1 heure qu'on travaille là-dessus parce qu'on avait des gros problèmes de son et c'est catastrophique. Encore dans l'inconnu qu'on se lance parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça soit résolu, mais bon, en tout cas on enregistre et on espère que ça sera un petit peu moins difficile à écouter que sur l'émission précédente. Moi j'ai mon curseur de son qui diminue à chaque fois que je parle, donc ce sera tout à fait normal si ça diminue puis que ça remonte. Bon, j'ai à préciser quoi. Je suis pas très sûr que ça intéresse les auditeurs, mais enfin l'auditeur, mais on peut attaquer l'émission, les gars. Ouais, moi je suis prêt. Eh ben, on va commencer par ne pas parler de cinéma avec le dernier produit de la Marvel, c'est-à-dire Logan, et c'est la petite chronique de Seb. Alors non, c'est du cinéma et surtout, c'est pas vraiment Marvel pour le coup, puisque c'est la Fox, mon petit bonhomme. Oui, qui produit effectivement. Ouais, donc Wolverine, c'est un personnage qu'on connaît maintenant depuis 17 ans, à travers X-Men, qui est arrivé donc en 2000 avec le tout premier X-Men de Bryan Singer. Et c'est une saga un peu particulière parce que finalement c'est la seule saga qui est dans la continuité en 17 ans. Il n'y a pas eu de reboot, remake ou autre. Days of Future Past, qui est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises, créait un pont entre la trilogie et la prélogie. Du coup, ça change, ça crée des incohérences. C'est obligatoire en 17 ans, surtout qu'il y a eu des auteurs différents qui sont passés dessus. Enfin, si on peut parler d'auteurs quand il s'agit de gens comme Brett Ratner, par exemple. Oui. Et Gavin Hood, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Mais donc, il y a des incohérences qui sont très gênantes. D'autres, tu peux passer outre assez facilement. Mais c'est ça, l'une des grandes forces de X-Men, c'est d'avoir réussi à créer quelque chose dans la continuité avec le même casting, à part évidemment pour la prélogie où tu as repris des acteurs plus jeunes. Et la saga n'a jamais été meilleure que lorsqu'un auteur concerné était à la barre. Par exemple, les 2 premiers X-Men de Bryan Singer sont assez formidables. Puis il y a eu une grosse baisse. Surtout le premier quand même, hein. Le deuxième, je me souviens que c'était déjà bien moins bon. Bah moi personnellement j'aime énormément le deuxième. Après t'as Bryan Singer qui est parti pour faire Superman, c'était son rêve absolu. Et il est donc allé, il a été remplacé sur le 3e par Brett Ratner, ce génie absolu du cinéma. Oui, je pense qu'on est d'accord. Ça n'existe pas, hein, pas vraiment. Ben, un petit peu, puisqu'il est repris dans la continuité de Days of Future Past, donc il n'est pas complètement zappé, c'est juste que ces événements ont été complètement annulés par le film, oui, qui est absolument génial. Donc c'était un film absolument formidable où Magneto et tous ses hommes de main faisaient du camping, et où les pouvoirs de régénération de Wolverine avaient atteint son débardeur, puisqu'à un moment il avait 2 trous dedans, et 3 secondes plus tard il n'y a plus de trous. Je trouve ça assez génial. Donc là on se dit, on a touché le fond, on pourra pas faire pire, et on nous dit, on va faire un film centré sur les origines de Wolverine, un film Weapon X, et tu te dis, putain, ça va être formidable. Et ben ça s'avère être bien pire que le Brett Ratner, qui finalement, malgré énormément de défauts, était tout à fait regardable. J'ai revu le film il y a 2 jours, X-Men Origins Wolverine est une catastrophe, c'est absolument dégueulasse. Et c'était déjà James Mangold à la barre, non? Non, là c'était Gavin Hood. Ah oui, c'était Gavin Hood, ouais, pardon. Et donc après, tu te dis, bon, t'attends plus rien de la saga, je veux dire, t'as eu 2 films sans saveur, donc t'as Matthew Vaughn qui débarque pour faire un préquel, donc tu te dis, bon, déjà, préquel, c'est bon, les mecs, vous avez plus rien à dire, mais vous allez quand même le dire, merci beaucoup. Et le film a eu des gros problèmes, je crois que, si je me souviens bien, ils ont terminé le tournage, en tout cas la production a été terminée, genre à 3 semaines de la sortie du film, ce qui quand même annonce un beau petit désastre, généralement. Et le film, en fait, était absolument génial.
Mais vraiment, c'était du James Bond à la X-Men, c'était vraiment le truc fun, et avec des séquences d'action. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Bryan Singer, mais en termes de séquences d'action, c'est pas le meilleur. Et là, pour le coup, Matthew Vaughn a fait un truc vraiment formidable. Puis ensuite, Bryan Singer est revenu pour faire des Au Futur Past, comme je disais, qui fait un pont entre sa trilogie, enfin sa presque trilogie, et la nouvelle. Avec malheureusement donc des gros problèmes dans la continuité pour certains trucs. Par exemple, t'as le personnage de Trask qui dans la trilogie est un type de taille normale noir, et dans le Days of Future Past est un nain blanc qui est dans les années 70 à le même âge qu'il a dans les années 2000. Oui, ça, les incohérences. Donc voilà, on a quelques petites incohérences comme ça. Ensuite, le troisième épisode, Apocalypse, lui aussi était... je l'aime beaucoup le film, mais il a ses gros défauts parfois. Je me souviens que l'attente était très forte autour de cet épisode-là, et quand c'est sorti, le soufflet était vite retombé quand même. Ouais, bah, je trouve que certains ont un peu exagéré, si tu veux. Il y avait le côté, ça y est, c'est le film de trop, X-Men est mort. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes une série, t'as la 3ème saison, c'est le 51e épisode, tout a été parfait jusque-là. Bon, c'était pas parfait pour X-Men, hein, mais c'est pour mon exemple. Tout a été parfait, tu vois le 51e épisode et il est nul. Et là, tu dis, cette série, c'est vraiment de la merde. Bon, on va se calmer 2 secondes, hein, surtout par rapport à ce qui a été dit ensuite. Donc, t'as la deuxième trilogie qui est terminée, et revenons un petit peu avant, puisque avant Days of Future Past, t'as James Mangold qui est arrivé pour un deuxième film Wolverine, qui était bien meilleur que le premier, même si il n'était pas parfait, c'était un film fait de concessions. Donc c'était déjà une tentative de faire quelque chose de différent. C'était un film de Yakuza, Wolverine était un Ronin. Je trouve, j'ai revu le film aujourd'hui, je trouve qu'il a quelques petits problèmes de rythme, il est peut-être un peu long, surtout que dans sa version longue il est bien meilleur, mais malheureusement ça, tu sens un peu les longueurs arriver. Mais le film reste vraiment, c'est le haut du panier de la saga X-Men. Et là tu te dis, bon, t'as les 2 premières trilogies, le 3e film est décevant. Là, tu arrives sur le 3e film de la trilogie centrée sur Logan. Sauf que là, c'est l'inverse. Le premier était nul, le 2e était vraiment pas mal, avec de très 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 bons points. Alors ce 3e, est-ce que ça va être bien ou pas? Eh ben, franchement, Logan est absolument formidable. Ce film est le parfait remède aux allergiques de films de super-héros, car c'en est un sans en être un. Ouais, je pense, sincèrement, je pense que ce film peut plaire à ceux qui n'aiment pas X-Men. En fait, l'une des forces du film aussi, c'est que t'es pas obligé d'avoir vu tous les autres films. T'en as vu aucun, tu regardes Logan, c'est parfait, ça passe tout seul. Donc, j'ai un bon point, effectivement, ouais. En fait, pour faire simple, à la sortie de la salle, quelqu'un disait « ça manque de l'âme ». Ce à quoi moi j'ai répondu « oui, mais ça a de l'âme ». Et là, je marque une pause pour vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, j'ai aussi entendu que c'était le film qu'on n'espérait plus à propos de Wolverine, mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste le film qu'on n'espérait pas tout court. C'était prendre le super-héros et le placer dans un drame humain. Il y a 20 minutes d'action sur les 2h15, et le film s'appelle Logan, et ça, c'est pas innocent. Ça c'est clair, ouais. Donc en fait, on peut se réjouir du succès de Deadpool pour ça. La Fox a permis à James Mangold de faire un film classe R. Et un film classe R, ça ouvre beaucoup les portes de la liberté. T'as la bestialité de Wolverine qui est complètement dingue, ça c'est sûr. Mais ça va au-delà. Comme je disais, il faut voir la version longue de The Wolverine qui est déjà un petit peu plus violente. Et je pense qu'elle était classée R. Ça, je ne saurais pas vraiment dire si c'est vraiment fait ou pas, mais il me semble qu'elle est classée R, tu vois un peu plus de sang, etc. Mais c'est vraiment pas la question, en fait, c'est surtout le ton désespéré du film qui frappe, au point que Logan, il nous fait une Martin Riggs en conservant une balle en adamantium pour se faire sauter le caisson. Et Bastien, qu'est-ce qu'on pense de l'adamantium? Ils nous enculent avec leur adamantium. Exactement, merci beaucoup. Eh putain les gars, c'était préparé avant l'émission ou quoi cette histoire? Non, mais moi j'avais prévu qu'il allait le dire, donc tout va bien. Donc voilà, comme je dis, la classification R, c'est certes, ça permet plus de violence, ça permet à Wolverine de faire du vrai déchiquetage bien violent, la première scène du film c'est ça, sauf que
bah c'est plus le même Wolverine quoi. T'as le mec, il est fatigué juste après cette première baston, tu le vois se tenir au-dessus du lavabo, il a du mal à tenir droit, il est en train d'attendre que son corps se régénère pour cracher les balles qu'il a prises, et ça donne un plan dingue à milieu de celui qu'on a vu dans tous les précédents films où il le fait sans sourciller. Ça définit et le personnage et le film. Donc pour l'histoire, on est en 2029, les pouvoirs de Logan sont affaiblis, il a du mal à se soigner, il boite constamment et c'est devenu un alcoolique. Depuis 25 ans, il n'y a eu aucune naissance mutante, et Logan doit prendre soin du professeur Xavier, qui est maintenant nonagénaire, et qui souffre d'une maladie dégénérative qui a transformé son pouvoir en arme de destruction massive. Pour faire simple, s'il prend pas de médoc, il peut tuer tout le monde en un clignement d'œil. Et d'ailleurs... C'est très sombre, donc là... Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, le but de Logan, c'est de ramasser le plus de fric possible pour acheter un bateau et aller au milieu de l'océan, là où Xavier pourra finalement plus faire de mal à personne s'il y a un problème. Et donc, suite à ça, débarque Laura, alias X-23. C'est une gamine de 11 ans qui est un clone de Wolverine, et elle est poursuivie par les méchants, et Logan et Xavier doivent la sauver. Et là, c'est une des grandes forces du film. On se dit qu'au moment où les personnages sont réunis, on va se retrouver dans un film de super-héros lambda. Eh ben non, Logan ne va jamais là où on l'attend. Même dans ses séquences d'action, on n'est jamais dans le film de super-héros. En fait, c'est un pur western dans la veine des excellents Copland et 3h10 pour Yuma, à savoir les deux meilleurs films de James Mangold, avec Walk the Line, mais bon, en dehors d'une chanson de Johnny Cash en générique de fin, ça rentrait pas vraiment en ligne de compte. D'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Copland c'est formidable, non? Copland est un très grand film, on est d'accord. Voilà. Un très grand rôle de Stallone. Ouais, aussi. Oui. D'ailleurs, pour moi, il aurait dû avoir l'Oscar pour ça, et plus que pour Creed. Voilà. Comme ça, c'est. Le débat n'a pas lieu ici, mais ça mériterait d'être soulevé, effectivement. D'ailleurs, il l'a pas eu pour Creed non plus. Non, c'est vrai, mais il le mériterait. Il a dit qu'on parlait pas d'Oscar, les gars, je crois. Ouais, c'est vrai. Bon, ensuite, donc, c'est aussi et surtout un film libre. C'est pas rempli de concessions pour avoir le droit d'exister. C'était un peu le cas de Wolverine. Là, les mecs ont fait le film qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que je citais Copland et 3h10 pour Yuma. On sent vraiment que c'est du James Mangold. C'est pas un film parfait, hein, loin de là. Les méchants sont pas franchement géniaux. Et la conclusion... Pardon ? Non, d'ailleurs, je vois même pas qui interprète les méchants dans le film. C'est Boyd Holbrook. Qui sera le héros du prochain Predator de Shane Black. Ah, d'accord, donc on l'a testé là pour voir ce qu'il valait, quoi, d'accord. Probablement. Mais je le trouve très très bon, hein, mais le problème c'est que les personnages sont pas super bien écrits, c'est pas forcément le point principal. C'est une histoire de famille en fait, t'as le grand-père, le père et la fille. C'est ça globalement le truc. Mais donc... c'est Clint Eastwood qui fait le grand-père. Ça aurait pu, puisque la ressemblance entre Clint Eastwood et Hugh Jackman se fait de plus en plus forte là. Voilà, ça devient assez dingue. Je soulevais ça. Donc, en dehors des méchants pas géniaux, t'as peut-être la conclusion aussi, que je trouve très réussie, hein, mais elle est un poil trop convenue à mon goût. Je pense qu'ils ont dû en passer en revue pas mal, donc il y a eu beaucoup de possibilités qui sont venues à eux, et j'espère que ce sera évoqué dans les bonus Blu-ray du film, parce que je suis très curieux de savoir ce qui les a décidés à passer à ça, ou à changer de truc, en fait. Maintenant, le truc, c'est que Hugh Jackman... ça a été une itération de Wolverine. C'est une adaptation. C'est pas un décalque du personnage du comics. Il y a encore beaucoup à dire. Et la Fox va pas lâcher le morceau. Le premier week-end du film a été absolument formidable au box-office. Donc, c'est un gros carton. Hein. Ouais, là, c'est un gros carton. Ouais, il a pété par rapport aux attentes. Il les a bien dépassées. Ouais. Donc tu peux être sûr que là la Fox est déjà en train de recaster le personnage et qu'il sera dans le prochain X-Men si c'était complètement au moins en caméo pour dire regardez Wolverine est de retour. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à dire et j'espère que ce succès-là permettra à la Fox d'avoir l'intelligence de continuer de tenter de nouvelles choses parce que comme je le dis le formatage me dérange pas, que voir Wolverine dans un film X-Men PG-13 ça me paraît logique, tu vas pas faire un film X-Men classé R, mais si tu fais du Wolverine, ça pourrait être bien de tenter de nouvelles choses, des choses différentes. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une politique qui est en train de changer chez la Maison des Merveilles là.
c'est que je pense qu'ils se sont rendus compte que tous leurs films étaient quand même plus ou moins interchangeables au niveau des styles, au niveau visuel et tout, et que là depuis, je sais pas si c'est dû au succès de Deadpool ou quoi, mais les projets ont l'air d'être un petit peu plus, il y a un peu plus de personnalité dedans. Là, j'en veux pour preuve la série Légion, qui est encore une déclinaison de l'univers des super-héros de la Marvel. Ouais, c'est le fils de Xavier. Voilà, et c'est produit par Singer et tout aussi, et effectivement, là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très marqué, avec une identité propre. C'est pas un produit lambda qui va plaire à la ménagère, ça c'est clair. Ouais, après, je reste quand même un petit peu méfiant, parce que quand tu vois un truc comme The Dark Knight, tu pouvais te dire derrière, les mecs qui font les films de super-héros vont peut-être éventuellement plus aller vers là, et ça a pas forcément changé grand-chose. Après, faut pas oublier non plus que les X-Men, ça appartient à la Fox, et que faut pas confondre les deux Marvel. T'as Marvel, le studio qui fait son MCU, et puis les autres films Marvel qui appartiennent à d'autres, comme Spider-Man maintenant est retourné chez Marvel, mais ça reste quand même Sony, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très différent au niveau des projets, hein, et d'ailleurs on voit clairement les différences, hein, ça c'est clair. Voilà, donc voilà, quoi qu'il se passe, parce que Wolverine va revenir, peu importe la qualité des films, si c'est formidable ou pas, aussi génial soit l'acteur, aussi génial soit l'incarnation, quand le premier X-Men est sorti, je venais tout juste d'avoir 13 ans, quand j'ai vu pour la première fois Hugh Jackman sur un écran de cinéma. Là, je vais en avoir 30. Hugh Jackman sera à jamais mon Wolverine. Et avec Logan, c'est sa façon à lui de remercier ce personnage de l'avoir amené là où il est. Après 17 ans quand même, 17 putains d'années, tu as aucune saga super-héros qui a duré aussi longtemps. Et aucun acteur a joué le rôle aussi longtemps. Donc, Logan, c'est le Rocky Balboa de la saga X-Men. C'est le truc qu'on n'attendait pas. La surprise qui prend aux tripes et au cœur. En bref, c'est grand, c'est crépusculaire et surtout, c'est un très beau film. Est-ce que ça te donne envie, Bastien ? Oui, mais après le problème c'est que du coup maintenant nous on n'a plus la surprise et je pense que ça va faire qu'on va perdre en qualité en regardant le film, de ne plus avoir cette surprise que le film est différent. Maintenant on le sait, on y est préparé. Ah oui, donc tu crois que l'effet, que ça joue beaucoup là-dessus ? Oui, je pense qu'il y a de ça. Ah. Je sais pas. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas suivi plus que ça parce qu'effectivement, ça reste, voilà. Mais oui, je savais déjà que c'était très très western et qu'il y avait un côté sombre, on va dire plus adulte, même si je déteste ce terme-là, et que le film justement remportait tous les suffrages grâce à ça, quoi. Donc. En fait, là, il y a un truc, entre guillemets, un retour de bâton, puisque certaines personnes s'attendaient à un film X-Men, fondamentalement, et comme tu te retrouves vraiment, je te l'ai dit, c'est 20 minutes d'action sur 2h15, donc t'as beaucoup de gens, le rythme est assez lent, il se permet, c'est pas un truc super rythmé où il se passe toujours des trucs, c'est pour ça que je citais bien Copland, qui est pas non plus le film le plus rythmé du monde. Non, ça c'est sûr. Mais c'est pas un reproche, hein. Et donc t'as des gens qui en sortent en disant que le film est nul ou chiant ou je sais pas quoi, c'est pas le cas. C'est pas un gros blockbuster comme on a l'habitude d'en voir, c'est vraiment un film différent. Bon là donc du coup ça a quand même une légitimité au niveau de son succès, et effectivement si ça peut du coup découler sur les prochaines productions, ça peut toujours être intéressant et bon à prendre. Ouais, comme je l'ai dit, moi je suis complètement sur le cul par le truc. Après il y a plein de gens qui disent qu'ils chient à la fin. Personnellement, ça n'a pas été mon cas. Justement, je dis la fin est un peu trop convenue malheureusement. Mais franchement, s'ils pouvaient faire plus souvent des films comme ça, parce que ça me dérange pas, moi je suis très fan de Marvel, c'est du divertissement, j'en attends pas plus, et je suis extrêmement diverti, je passe un bon moment devant, je suis sûr que les Gardiens de la Galaxie 2 va me faire prendre mon pied, mais parfois j'ai aussi envie de cinéma, et si tu peux avoir un truc comme ça, je veux dire, les mecs, surtout Hugh Jackman, ils voulaient rendre hommage à ce personnage qu'il a rendu célèbre, et là, putain, c'est vachement beau, quoi, c'est un très très bel hommage à ce personnage. C'est vrai qu'on sent qu'il y est attaché, et là-dessus, moi j'aime beaucoup Hugh Jackman en tant qu'acteur, et je trouve que, je pense qu'en tant qu'homme, il est aussi plutôt droit et tout. Et c'est vrai que c'est jamais un mec qui a craché sur le personnage ou quoi que ce soit. Il a vraiment plutôt toujours été très reconnaissant de la renommée que lui a apporté Wolverine, ça c'est sûr. Ouais, d'ailleurs, quand il a annoncé au Comic-Con que Logan serait son dernier film,
en tant que Wolverine, il disait, enfin, il remerciait les fans de leur soutien et mentionnait même le fait que quand ils avaient fait fausse route, on était là pour leur dire, même si c'était de manière un peu brutale. Donc même lui reconnaît que éventuellement ils se sont foirés, surtout sur X-Men Origins Wolverine, quoi. Ouais. Non, mais il est très conscient des trucs et je pense que ouais, c'est vraiment, bah si c'est vraiment son dernier. Donc tu t'estimes qu'il est parti en beauté, quoi. Ah, et la tête haute, mais de manière absolument magistrale. C'est Rocky Balboa, quoi. Vraiment, pour moi, c'est le Rocky Balboa de la saga X-Men. Alors attention, parce que là, tout de suite, les grands mots, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais on revient sur la même chose, quoi. Je citais Copeland tout à l'heure, Copeland, Rocky Balboa, Stallone, donc voilà, je pense que c'est la même chose. Franchement, pour moi, c'est le même niveau. Avec plus d'action. Dans mon souvenir, Copeland, c'était quand même un film assez choral avec pas mal de personnages, alors que là, je pense que Hugh Jackman est quasiment dans tous les plans, non? Ouais, enfin, Xavier a une très très grosse part d'importance aussi, et la petite Laura X23 est formidable aussi. Mais oui, c'est vrai que ça. Xavier avait juste un caméo, mais en fait, il a vraiment un rôle important dans le film, quoi. Ah non, vraiment très très important. D'ailleurs, Patrick Stewart, pendant la promo, a révélé que pour lui aussi c'était fini. Ce film-là, ça signe la fin de sa carrière en tant que professeur Charles Xavier. Très bien, très bien. Bon bah écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le film? Qui est le compositeur, tiens, de la BO? Marco Beltrami qui avait également fait la BO de The Wolverine. Ah, et est-ce que on score est bon? Parce que je suis quand même pas un ultra fan du style de Beltrami, mais bon, peut-être que des fois il est capable de bonnes choses. C'est très sobre. Enfin moi, j'adore celle de Hellboy. J'aime beaucoup celle de The Wolverine. J'ai trouvé très sobre, donc faudrait que je l'écoute à part pour pouvoir te répondre. Mais globalement dans le film, ça passe bien. D'accord. Ok. Bon bah écoute, déjà c'est bien. Ok. Bon, comme je disais, c'est pas un gros blockbuster, donc forcément, t'as pas la musique tonitruante comme t'as d'habitude. Là, c'est un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. C'est humain, quoi. Il pose la musique à hauteur d'homme aussi. D'accord. Bah écoute, ça, donc déjà, si ça ne ruine pas le film, c'est déjà une bonne chose, je trouve. Et au final, cette séquence post-générique, elle existe ou elle n'existe pas? Elle n'existe pas. James Mangold l'a dit lui-même, elle n'existe pas. Des gens attendaient après le film, elle n'existe pas. Vous pouvez rester pour le générique parce que c'est Johnny Cash. Très bien. C'est une bonne chose. La boucle est bouclée. Voilà, exactement. Donc, Bastien, une dernière chose à dire sur Logan, ou on passe au sujet suivant? Je pense que tu peux faire le lien avec l'autre Charles Xavier. Oh putain, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Donc Charles Xavier qui est interprété dans la seconde trilogie X-Men par James McAvoy, on est d'accord? Ouais. Et donc qui est l'interprète principal de Split, le tout nouveau film de notre ami Night Shyamalan. Donc... Votre ami à vous, pas le mien. Eh bien, je pense que c'est surtout à moi. Enfin, Bastien, je me souviens plus trop, mais je crois que bon, t'as vu peut-être plus de films que moi, remarque, de la carrière de Shyamalan, parce que c'est vrai qu'en dehors après le village, je crois que je me suis arrêté. Hein. J'ai pas dû voir les autres. Ah ouais, bah moi j'ai tout vu, sauf les trucs qu'il a fait avant Sixième Sens, et puis le truc de l'air là. Ouais, le dernier maître de l'air, c'est de la merde. Hein. Je vous le dis tout de suite. Eh bien, en tout cas, là, on est là pour parler de Split, et donc ça, c'est le gros retour en grâce après une très longue période d'indifférence, d'anonymat pour Shyamalan, et je pense que connaissant un petit peu le bonhomme, ça devait être très difficilement supportable pour lui ces dernières années, lui qui a été habitué au sommet du box-office assez jeune, parce que si je me souviens bien, quand il a sorti Sixième Sens, il devait avoir un petit peu moins de 30 ans. Donc vous imaginez bien qu'il avait cassé la baraque à un âge où la plupart des réalisateurs n'ont même pas fait leur premier long. Donc à l'époque, monsieur, c'était le maître du twist, du retournement de situation finale que personne n'avait vu venir et qui amenait les gens sur cet argument-là. Hein, faut pas se voiler la face. Hein, Sixième Sens a eu son succès grâce à ça. Sur Incassable, ça a été aussi plus ou moins le cas, et même sur Science et après sur Le Village. Et ça périclitait un peu ensuite. Mais revenons donc à notre ami Shyamalan et donc à Split, qui suit The Visit, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus très bien, et qui était son premier film sous l'étendard de notre ami Jason Blum, le producteur US qui donne pas beaucoup de sous à ses réalisateurs et qui généralement rentrent dans leurs frais, sauf que là pour The Visit, notre ami Shyamalan a dépassé les espérances, et donc ça l'a un petit peu remis en selle.
Ça lui a permis d'avoir un budget un petit peu plus conséquent pour Split, et je crois d'ailleurs, si je ne m'abuse, que c'est le plus gros budget pour une production de Jason Blum. Et ça doit être aux alentours de 9 ou 10 millions, je crois. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois avoir entendu ça. Et donc là, le film aux États-Unis, c'est un très très gros succès. En Europe, je crois que ça commence à arriver aussi. The Visit avait surtout eu un succès au box-office américain et un petit peu moins dans le reste du monde. Je crois même qu'en France, ça n'avait pas dû faire... la combinaison de salles déjà sur laquelle il était sorti n'était pas franchement importante, donc ça avait un petit peu nu à son succès. Et bref. Donc sa carte de visite était un peu redorée, ça lui a permis de lancer la machine de Split. Donc le pitch de Split, c'est un schizophrène qui a quand même 23 personnalités, mais dans le film on en verra un petit peu moins d'une dizaine, je crois. Je crois que c'est 9 qu'ils ont dit, non? Pardon? Je crois qu'ils avaient dit 9, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 9, oui, c'est quelque chose comme ça, je crois que c'est 9. Et donc, il kidnappe 3 adolescents. Donc voilà, ça c'est le pitch de base. Oui, donc en préambule aussi, pour si certaines personnes s'y attendent, je ne vais pas spoiler le film. Donc ça va être un peu compliqué. Normalement, je vais m'en tirer, j'ai même bien préparé mon truc, il n'y aura pas de spoil, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, je reviens à mon histoire. Donc voilà, le pitch de base est posé. Donc c'est James McAvoy qui interprète ce personnage. En face de lui, il a l'actrice de The Witch, Anna Taylor-Joy. J'avais pas vu The Witch, mais le film a très bonne réputation auprès des fantasticophiles. Je sais pas si tu profond. Ouais, je me suis bien fait chier aussi. Ah bon, bah... Mais est-ce qu'elle était bonne dans le film? Bonne actrice? Ça allait, oui. Mais on s'ennuyait quand même. Donc, parce que là, elle est franchement assez époustouflante face à la performance de James McAvoy. Alors la performance de James McAvoy, je vais pas être ultra dithyrambique, même si elle est excellente, mais elle est parfois très très limite. C'est un personnage qui est quand même très complexe aussi à interpréter, et on peut tomber très facilement dans la caricature et dans le ridicule. Mais bon, on va dire que 90% du film, il s'en sort très très bien. Donc voilà, on a un duo d'acteurs qui est franchement très bon et qui tient le film de main de maître, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais parler un petit peu de la mise en scène de Shyamalan. Pour moi, Shyamalan, bon, pas pour moi mais pour tout le monde, c'est un disciple d'Hitchcock. Et déjà, sa façon de filmer, sa façon de s'accorder toujours un petit rôle dans ses films. Donc, qui dit disciple d'Hitchcock dit aussi disciple de De Palma un peu par extension. Il y a toujours, comme chez De Palma, même si la mise en scène de De Palma est pour moi plus matu vue que celle de Shyamalan, il y a toujours des séquences qui sont extrêmement élaborées visuellement. C'était le cas dans Sixième Sens, c'était le cas dans Incassable, même dans The Village, qui est pourtant un film très imparfait. Il y avait pourtant des vraies séquences extrêmement bien mises en scène. Et là, c'est pareil, ça revient dans Split. C'est marrant parce que tu dis imparfait à propos du village, alors que j'ai entendu merde. Ah, je ne sais pas qui a dit merde. Ça sera coupé au montage. Hein. Non. Non, c'est pas imparfait, mais c'est vrai que... Enfin, si, c'est imparfait. Mais de là à dire que c'est une merde, je n'irai pas jusque-là. Il y a quand même beaucoup plus de mise en scène que dans 70% des films qui sortent actuellement, même plus que ça. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Donc, j'allais vous dire que dans Split, il y a donc ce retour aux séquences très élaborées visuellement. Là, il y a une séquence au début du film qui se passe dans une voiture. Et elle est franchement, il y a un point de vue sur toute la séquence d'un personnage, et Shyamalan va jouer dessus pendant, je sais pas combien de temps dure la séquence, entre 5 et 7 minutes, j'imagine. Et c'est franchement très très costaud, et je pense que ça faisait un bon moment que j'avais pas vu quelque chose d'aussi bien mis en scène dans une salle de ciné. Peut-être depuis Gone Girl. Bon, en même temps, vous me direz que je vais pas régulièrement au cinéma, mais on s'en fout un peu. Mais bon, voilà. Donc, toujours est-il que Shyamalan est en pleine possession de ses moyens, et il retrouve une cohérence jusqu'au boutiste dans son film. Là clairement, tout ce qui est posé, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il reprend de A à Z le b.a.-ba de sa mise en scène, et sur tout le film, il arrive à tenir le fil. Donc là, pour le coup, c'est nickel. Donc le classicisme est de retour dans sa mise en scène, parce que moi j'estime que sa mise en scène est très classique par rapport à ce qu'on voit habituellement. Et en même temps, petite nouveauté par rapport à ses premiers films, c'est qu'il est extrêmement moderne dans sa démarche commerciale. Et je pense
pense que déjà sur The Visit, c'était un peu prégnant vu qu'il avait tourné ça sous la forme du found footage, le fameux genre de la caméra embarquée par un des personnages. Et donc il avait déjà basculé, il avait mis un pied dans la modernité. Et là, dans Split, il retrouve un peu ça, mais à un autre niveau. C'est vraiment intéressant. Et je trouve que les deux s'accordent vraiment pas mal. Ça se marie très bien. Et du coup, ça donne un côté ludique au film. Bon, déjà, on va pas se voiler la face, tout le monde sait qu'il y a un twist. Oh merde. Attendez, il danse le twist? Il danse le twist à un moment et je crois que c'est du Eddie Mitchell, mais je suis pas sûr, j'avais pas Shazam. Non, mais bref, voilà. Le film à twist c'est très compliqué. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Le film à twist, il y a toujours un côté ludique. On va essayer de deviner, voilà, où est le truc. Le problème, c'est que généralement, ça va phagocyter l'intérêt du spectateur. Le spectateur va plus se baser que là-dessus et on va dire que toute l'histoire et compagnie, il va s'en foutre. Sauf que chez Shyamalan, c'est pas possible. Ça a été possible sur certains. Sur Signs, c'était déjà moins bien écrit, et sur Le Village, c'était encore moins bien écrit. En plus, les twists n'étaient pas fameux, donc voilà. Là, pour le coup, je vais parler de mon expérience de spectateur. Et donc, l'intérêt du film, effectivement, est pris au début par ce twist. Tu vas essayer de deviner ce qui se passe et compagnie, tu vas élaborer plusieurs plans, plusieurs tentatives. Mais au bout d'un moment, tu as tellement d'informations et que tu vas pas pouvoir. Tu es obligé de te concentrer sur l'histoire. Et du coup, tu vas mettre un peu ça de côté. Et franchement, le film, il gagne. Shyamalan va tenir toute l'histoire jusqu'au bout. Ensuite, le film s'inscrit parfaitement et complètement dans la filmographie de Shyamalan. Ça, c'est clair et net. On pourrait presque dire que depuis La Jeune Fille de l'eau jusqu'à le dernier, The Visit, on pourrait parler d'une sorte de parenthèse et que Shyamalan reprend les choses où il les avait plus ou moins laissées à la fin du Village. Parce qu'il reprend les mêmes recettes et il reprend même une structure narrative qui a déjà été utilisée dans son cinéma. Après, c'est une structure narrative qui est pas non plus Shyamalan ou Shyamalan, je ne sais pas comment on pourrait dire, Shyamaliesque, on va dire. C'est quelque chose d'assez commun au cinéma, il y a des flashbacks et compagnie. Les thématiques sont totalement Shyamaliennes, excusez-moi. Bon, toujours, il faut devenir ce que l'on est vraiment, croire en ses capacités, voilà, c'est le genre de choses qu'on voyait dans Le Sixième Sens, qu'on a vu dans Incassable, dans Signs et même dans Le Village. C'est des thématiques qui sont parfaitement dans son cinéma et on les retrouve encore dans Split. Et c'est pour ça que le film lui ressemble à 200%. Ensuite, si je dois parler un petit peu des choses qui sont un peu problématiques dans le film, et il y en a forcément, pour moi ça vient de la production de Jason Blum. Donc il y a une réduction du budget, donc il n'a pas les collaborateurs qu'il avait habituellement. Par exemple Jeff Newton Howard à la BO, où il a eu des directeurs photos qui étaient excellents sur ses premiers films. Et là, c'est pas le cas. Là, franchement, je trouve la photo très moche, mais vraiment vilaine. Et le score complètement anecdotique. Le nom du compositeur, je crois que je n'en avais jamais entendu parler. Et je pense que j'aimerais ne plus en entendre parler. Donc la photo, c'est quelque chose qui elle est pas jojo. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus soigné du film. Et pour moi, c'est le gros point noir de l'œuvre. C'est vraiment quelque chose. Elle manque de la touche qu'il y avait dans les premiers films de Shyamalan, qui étaient pour moi des films visuellement superbes. Je me souviens que Sixième Sens, quand il était sorti, il y avait cette esthétique 70s qui était extrêmement réussie. Et là, pour le coup, Split, c'est un film qui est extrêmement ancré dans la décennie 2010 et l'image c'est dégueulasse. Franchement, même les décors et tout, même si ça correspond bien au thème abordé par le film, on sent qu'il n'y a pas le soin apporté aux œuvres précédentes de Shyamalan. Quand je parle des œuvres précédentes, j'inclus toujours la parenthèse. Voilà.
Voilà. Donc, est-ce que Split, ça va être une renaissance ou une continuité dans le cinéma de Shyamalan? J'ai envie de dire qu'on verra ça sur ses prochains longs métrages. Peut-être un peu tôt d'en parler. Sa carrière est quand même extrêmement intéressante. Est-ce qu'il y a déjà eu des cinéastes avec une carrière similaire, avec des mecs qui ont fait des gros succès dès leur début, qui ont eu une traversée du désert et qui ensuite ont recommencé à faire des succès? Je sais pas s'il y en a, si ça vous dit quelque chose, mais moi j'en vois pas beaucoup. J'ai même du mal à vous en citer un. Là, comme ça, je trouve rien. Ouais, j'ai pas trop réfléchi à la question. Ouais. Non. Non, bah ouais, non, c'est si un de nos auditeurs en connaît un, qu'il n'hésite pas à nous faire parvenir son idée, ça serait intéressant de voir si quelqu'un a déjà eu ce type de carrière. Ensuite, bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit, les garçons. Je sais pas si vous avez des questions, si je peux. Ouais, j'ai une question, moi. Parce qu'en fait, quand t'as parlé du compositeur, je suis allé voir en vitesse sur Wikipédia pour voir le nom. J'ai déjà oublié le nom. Mais du coup, j'ai vu la distribution du film et j'ai vu quelque chose à propos de la scène post-générique. C'est ça le twist? Ça a un rapport avec ça? T'as été voir sur quel site? Wikipédia. D'accord, très bien. Il y a une scène post-générique. Joker. D'accord. on peut pas dire que... Spoilers. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Honte. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Je sais, c'est Wikipédia qui le dit. Il faudrait que les sources soient citées quand même. Ça serait pas mal. Ah bah je sais pas, t'as vu le film, donc t'es pas resté jusqu'après le générique? J'ai vu le film, mais c'est pas après le générique. Ah d'accord, donc ça n'a rien à voir. Mais ça a un lien fort ou pas par rapport à cette scène que je fais référence? Je vais peut-être balancer directement le truc, parce que c'est fait, autant y aller. Non, il faut pas. Non, il faut pas. Il y a des gens qui aimeraient peut-être découvrir le truc en salle. Ok. S'ils veulent. Et pour le coup, ouais, c'est très important. D'accord, parce que en fait je viens de me faire spoiler sans faire exprès par moi-même, donc... Bah, je me doute que là maintenant, même les gens qui connaissent un peu son cinéma se sont fait spoiler comme des gros bâtards. Bah il a fait plusieurs films et... Spoilers. Certes. Et puis ça pourrait être un autre personnage. Ouais, bah c'est pas nous... Bon, d'accord, très bien. Bon, autant dire tout de suite, James McAvoy est mort. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais comme ça on a noyé le poisson. Je vais juste, pour boucler la boucle et pour terminer, le film va vous emmener complètement ailleurs de ce que vous attendez quand vous rentrez dans la salle. Et c'est plutôt pas mal. Donc c'est un peu comme Logan. Bon, à mon avis, c'est moins bien. Un parallèle, moi j'y allais, je pensais voir un thriller avec voilà un peu de quelque chose de malsain et compagnie. Et bah c'est ça pendant une partie du film et bah ça va bifurquer à un moment. Et c'est plutôt très très intéressant parce que pour le coup c'est bien amené. Et pareil, je vais juste rajouter ça. C'est un peu la différence qu'il y a avec ses premiers films, ses premiers gros succès, c'est que là c'est très sombre. C'est pareil, il y a très peu d'espoir à la fin du film, alors que à la fin de Sixième Sens, par exemple, c'était plus ou moins résolu, même si c'était pas Prosper Youplaboum. Il y avait quelque chose d'un peu lumineux. Là, il y a rien. C'est complètement autre chose. Donc voilà. Je peux encourager les gens à y aller avant de vous faire spoiler, même si voilà. Et franchement, on attend de pied ferme les prochains projets de Shyamalan. Bifurqué, Prosper Youplaboum, c'est une émission de jeunes. Hein. Une expression. Non, c'est une émission de jeunes. On va parler comme ça tout le temps maintenant. Très bien. Bon bah écoute Bastien. Tony, tu es Tony Truant. Bastien, la chronique de Bastien maintenant. Alors, je vais vous parler tout de suite de King Kong Skull Island. Non, je plaisante. Je ne l'ai pas encore. Bon bah les garçons. Une fois que dans les temps. Est-ce qu'ils nous enculent avec King Kong? A priori, oui. Ça va faire mal au cul quand même, hein. Et bah, en tout cas, on espère en parler dans une prochaine émission. Bon, normalement, d'ici 2 semaines, on a le temps de le voir, hein. Enfin, tu as le temps de le voir. Moi, ça devrait aller.
Ouais, ça devrait, s'il le passe pas trop loin, ça serait. Donc, bon, j'ai quand même une petite question, les garçons. Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères, alors du coup, je vais vous demander le meilleur film avec une grand-mère. Arrête ou ma mère va tirer. Ah, j'y ai pensé, joli. Branded. Ah, putain, je l'avais, bien joué. Et le troisième, allez, on va voir si on a les trois mêmes. Ah, là, j'ai du mal. C'est français. T'as dit Daniel? Voilà. Ah, mais j'aime pas ce film. On a les trois films. Mais voilà. Mais moi, j'aurais voté aussi pour Branded, hein, personnellement. Bon, bah, très bien. C'était une très belle question et j'en suis fort test. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou on clôt là-dessus? On peut clore là-dessus, on peut dire encore du mal de Shyamalan, moi ça me dérange pas, j'aime bien ça. Non, moi j'ai envie d'en dire du bien. Je l'ai beaucoup aimé à une époque et là il revient dans les petits papiers. C'est toujours plaisant de voir un cinéaste qu'on aime bien refaire un peu quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Moi la crainte que j'ai en fait avec ces films, c'est que par exemple, je suis pas fan du mec, mais j'adore Incassable. Mais même dans Incassable, le mec parvient à m'emmerder profondément par moment en collant son film vraiment à une sorte de quotidien. Donc voir Bruce Willis prendre un jus d'orange au petit déjeuner avec sa femme et son fils, putain, j'en ai rien à branler quoi, sérieusement. Oui, mais ça fait tout le sel du personnage et de l'univers. Et justement, s'il y a eu ça pendant le film, effectivement, c'est pour qu'on ne voit pas arriver le final. Ouais, vraiment ça me pète les couilles quoi. Je préfère qu'il s'intéresse à son histoire de héros anti-héros. Je trouvais ça absolument passionnant et du coup par moment je me fais quand même chier alors que vraiment j'adore le film quoi. Ouais, non mais je comprends que ça puisse laisser, justement genre pareil, j'en parlais encore il y a pas si longtemps avec d'autres personnes moins férus de ciné que moi, mais c'est pareil, ils étaient Incassables les laisse totalement froid, hein, mais bon. Après nous on l'adore et c'est probablement encore aujourd'hui le sommet de sa filmographie et je suis pas sûr qu'il aille plus haut un jour, ça c'est assez clair. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'il fasse Incassable 2 en fait. Je suis pas particulièrement pour non plus, mais bon, pourquoi pas. J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. Ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, attendons de voir. Eh bien, écoutez les garçons, sur ce, on va se quitter. Votre petit degré de mauvaise foi de l'émission, Seb? 2%. Oh, Bastien? 0%, parce que j'ai dit 8 mots, je pense, à peu près. Et t'as pas réussi à être de mauvaise foi sur ces 8 mots? Non, je crois que c'était pas trop mal. Ah, c'est un peu décevant. Alors du coup, sur cette émission, je suis à 15%, et en fait, je reviens sur la précédente, je suis plutôt à 33% sur la précédente. Ouais, moi je peux pas être trop de mauvaise foi, j'ai quand même réussi à dire presque du bien de Brett Ratner. Et si j'avais passé plus de temps sur X-Men 3, j'en aurais dit beaucoup plus de bien, donc et alors que je déteste le mec, donc Non mais bel effort quand même. Merci. On peut le noter, sur la prochaine émission, il faudra qu'on dise tous les trois du bien de quelqu'un qu'on déteste profondément, donc ça peut être un objectif. Sinon, on peut nous retrouver sur Twitter, Grumpy Seb. Grumpy Seb, Seb Morgan, c'est moi. Voilà, et perso c'est Alphonse Dadet, donc Alphonse comme Alphonse et Dadet comme D-A-D-A-I-S. Et Bug le podcast. Voilà, et sinon le Bug le podcast aussi, on a notre adresse, retrouvez-nous, posez-nous des questions ou insultez-nous de tous les noms dessus, ça nous fera toujours plaisir. Eh bien écoutez... Insultez surtout Bastien vu qu'il est pas sur Twitter. Pardon? Insultez surtout Bastien vu qu'il est pas sur Twitter. Voilà, exactement, il le prendra bien. Eh bien écoutez les garçons, à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ouais, salut. Salut. Ciao.